Alors nous poursuivons par l'énoncé, la démonstration du théorème de l'énergie mécanique. Si, donc je lis ce qui est écrit sur le poli, si on considère un point M soumis à un ensemble de forces conservatives ou non, donc ça, attention, les forces peuvent être conservatives ou pas. On peut avoir un ensemble de forces. C'est justement, on a un ensemble de forces et on peut écrire, on peut scinder en deux les forces. Une partie conservative, donc ça ce sont les conservatives, que j'indice avec un petit c, et les non conservatives, les forces qu'on indice, on les somme toutes, non conservatives. Donc je rappelle, conservative, ça signifie dire qu'une force est conservative, je l'écris au-dessus, dire qu'une force est conservative, qu'une force est conservative, signifie que l'on peut lui associer une énergie potentielle, que son travail s'écrit comme, peut s'écrire comme l'opposé d'une fonction, comme l'opposé de la variation d'une fonction, que l'on appelle énergie potentielle, une fonction ne dépendant que de la position, et cette fonction étant appelée énergie potentielle. Donc voilà ce que, si on vous demande ce que c'est une force conservative, c'est une force à laquelle vous pouvez associer une énergie potentielle qui ne dépend que de la position. Alors, donc si maintenant on applique le théorème de l'énergie cinétique, la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps, d'après le cours, ça vous connaissez, c'est bien la puissance de toutes les forces. Attention, la dérivée de EC, comme ça c'est vraiment important par rapport au temps, la dérivée de l'énergie cinétique, c'est la puissance de toutes les forces. Toutes les forces, y compris donc les forces conservatives et les forces non conservatives. Donc c'est bien ce que j'ai écrit, alors les indices ne sont pas mis au même endroit, pardon. La puissance, force conservative, force non conservative. Or, la puissance des forces conservatives, on vient de l'écrire tout à l'heure, eh bien, la puissance des forces conservatives, par définition, c'est l'opposé de la dérivée de l'énergie potentielle par rapport au temps. Donc là, la somme des énergies potentielles, si on a plusieurs forces conservatives, j'ai mis une somme ici. Donc maintenant, je vais réinjecter la dérivée de l'énergie de l'énergie cinétique par rapport au temps. C'est vrai que je précise dans le référentiel R. C'est donc la puissance des forces non conservatives plus la puissance des forces conservatives, dont l'expression est celle-ci. Donc en fait, moins la dérivée de la somme sur I de toutes les énergies potentielles par rapport au temps. Je vais passer de l'autre côté. On va se retrouver donc avec la dérivée, alors évidemment, hop, je précise quand même qu'il s'agit d'un référentiel R, la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps, plus la dérivée de toutes les énergies potentielles EPI par rapport au temps, est donc égale à la puissance des forces non conservatives. Donc certaines forces vont faire varier, et ceci, en fait, vous connaissez la définition, je peux regrouper la dérivée par rapport au temps de EC plus la somme des énergies potentielles I égale à la puissance des forces non conservatives. Et ceci, vous savez, l'énergie cinétique plus la somme des énergies potentielles porte le nom d'énergie mécanique. Et en fait, donc on se retrouve avec ceci, qui est très important, ce théorème de la puissance mécanique au départ, puis on va écrire sous la forme énergie mécanique. La dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps, en fait, c'est la puissance des forces non conservatives. Il y a un problème de... Non, c'est bon. Alors maintenant, si on passe à non plus une puissance, mais sur un intervalle de temps infinitésimal, on multiplie par dt. Donc,
Je multiplie par D, je vais écrire, hop, D de M sur dt fois dt égale la puissance des forces non conservatives fois dt. Je simplifie ici et on se retrouve donc avec la variation infinitésimale d'énergie mécanique égale à, alors d'ailleurs j'aurais pu l'écrire, ceci on reconnaît donc le travail infinitésimal des forces non conservatives. Alors, non conservative, hop, non conservative. Donc ici, je réécris directement. La variation infinitésimale d'énergie mécanique est égale au travail infinitésimal des forces non conservatives. Et donc en fait, si on fait un petit bilan de ce que c'est, si le système voit son énergie mécanique varier, c'est qu'il est soumis à une force non conservative. Alors soit justement une force de frottement par exemple, une force, au contraire une force exercée par un opérateur, une force qui va faire varier l'énergie globale du système. Et donc, soit il y aura de l'énergie mécanique qui sera dissipée, soit au contraire, de l'énergie mécanique sera gagnée par le système. Si on passe sur un déplacement fini, évidemment, vous intégrez et vous obtenez la variation de l'énergie mécanique sur une trajectoire finie égale à la somme des travaux de toutes les forces non conservatives. Bilan au niveau physique. Maintenant, un point M. Mouvement peut stocker de l'énergie sous deux formes. Soit sous forme cinétique, ça vous connaissez, liée à la vitesse, soit sous forme d'énergie potentielle. Et tantôt, il y aura échange entre l'une et l'autre forme. Si jamais le système est à énergie mécanique constante, eh bien, il y aura transfert permanent. Si jamais si le système a subi des forces non conservatives, qui font que l'énergie du système est peu à peu perdue, eh bien, au bout d'un moment, le système va voir son énergie cinétique tendre vers zéro et le système va arrêter son mouvement. Donc, voilà pour ça déjà. On va pouvoir faire un petit calcul directement. Donc, pour faire varier l'énergie mécanique, on doit fournir au système des travaux de force non conservative. Et je répète que l'énergie mécanique, comme l'énergie potentielle, est définie à une constante près. Si je l'écris explicitement, vous avez EM qui est égal à EC plus la somme sur I des EPI. Or, toutes les énergies potentielles, c'est une valeur, une fonction de Z, par exemple, si c'est la position, plus une constante. Donc, EM est également définie à une constante près. Alors, donc là, voilà, moi j'ai de l'énergie potentielle, moi j'ai de l'énergie cinétique. On peut essayer d'exprimer, on va pouvoir le faire justement. Là, en négligeant les frottements, on va rajouter une petite page, insérer une page. Alors, exemple du looping, là, le looping qui est donc, je refais le schéma, un truc comme ça, là, hop. Donc ici, le point, on va appeler ça le point M2, et ici, tout en haut, le point M1. Alors, on va orienter un axe. Si je mets un axe vertical ascendant comme ceci. Alors, l'énergie potentielle, dans le cas d'un axe vertical ascendant, on va le démontrer, on l'a déjà montré tout à l'heure, hein, ascendant. Donc l'énergie potentielle à ce moment-là, si l'axe est vertical ascendant, elle est égale à M plus mgz, ascendant plus mgz plus une constante. S'il s'agit d'un axe descendant, ce sera moins mgz plus une constante. On va le démontrer, on a montré ce cas-là tout à l'heure, dans la vidéo précédente, pardon. Alors si j'exprime l'énergie mécanique, en fait, alors si je choisis, on va peut-être finir sur l'énergie potentielle, pardon. Hop, choix. Qu'est-ce que je peux dire si je me dis que l'énergie potentielle, elle est choisie à l'origine, par exemple, enfin à l'origine, au point ici. Si je choisis ici, choix origine de EP, vous voyez que justement, c'est de EPP, une énergie potentielle de pesanteur, prise en Z égale 0. Dans ce cas, EPP égale simplement plus mgz. Comme ça, je n'ai pas de constante, mais ce n'est qu'un choix, évidemment.
Donc voilà pour ça. Maintenant, j'exprime l'énergie cinétique. De manière générale, c'est 1/2 de la masse du système fois V au carré. Et j'exprime l'énergie mécanique. Donc EC plus EP. Donc 1/2 de mv carré plus mgz. Et comme ça. Et ça, c'est une constante ici. J'insiste bien ici. J'écris en rouge. Car on a négligé les frottements. Les frottements qui sont une force conservative. Donc on a DEM, d'après ce qu'on vient de voir d'après le théorème de l'énergie mécanique, la variation infinitésimale de l'énergie mécanique égale au travail infinitésimal des forces non conservatives, ici égale à 0, car pas de force non conservative, on a négligé les frottements. Et donc vous pouvez comme ça connaître à tout instant la vitesse du système en fonction de sa position sur la trajectoire ici, sur la petite boucle ici. Alors si on revient au poli, on va terminer ce chapitre-là. C'est ce qu'on a dit exactement. Dans le cas particulier, donc intégrale première de l'énergie, cas particulier. Dans le cas, c'est ce que l'exemple ci-dessus là, cas particulier où la puissance des forces non conservatives est nulle, implique l'énergie mécanique est une constante. Et alors ça va être super pratique parce que vous allez pouvoir, dans ces situations-là, revenir à l'expression à l'équation différentielle permettant d'accéder à la position, en fait. Pourquoi est-ce qu'on a ce terme, effectivement, d'intégrale première? Parce que l'énergie ne dépend que des dérivées premières. La position et des dérivées premières, la vitesse. Vous n'avez pas de dérivée seconde. Et obtenir la dérivée seconde reviendra en dérivant par rapport au temps, à obtenir l'équation différentielle. Donc on va le voir ici. Donc ça veut dire que si vous avez une énergie mécanique EM égale une constante, vous pouvez exprimer EM au point M, et donc EM, l'énergie mécanique au point M, est égale à l'énergie mécanique au point M0. Donc vous avez bien 1/2 de mv carré au point M, plus EP en M, égale 1/2 de mv0 carré, plus l'énergie potentielle au point M0. Si vous dérivez cette expression par rapport au temps, je vais le faire juste en dessous, je dérive par rapport au temps, étant donné que EM égale une constante. Car EM est une constante, vous la dérivez, vous avez 0. Donc je vais dériver l'expression au-dessus par rapport au temps. Je dérive ici 1/2 de mv carré plus, alors c'est v de t au carré, je préfère le mettre en toutes lettres, plus EP. Alors EP, si on prend un exemple, si je prends le cas de l'exercice ci-dessus, donc c'est-à-dire je vais mettre MGZ, cas particulier, je le mets quand même c'est un cas particulier. C'est pas général la dérivée que je fais. Vous ferez des dérivées évidemment. Plus mgz, je dérive par rapport au temps. Je vais prendre une nouvelle feuille. Donc je dérive par rapport au temps. 1/2 de m v de t carré plus mgz. Alors, 1/2 de m est une constante. La dérivée par rapport au temps de v de t carré, dérivée composée, vous avez 2 v de t fois la dérivée de v par rapport au temps. Or, ceci, c'est l'accélération. Donc c'est peut-être z point point. Si je le mets comme si on est en z, z point point, sachant que ici c'était z point dans le cas précédent. Plus je dérive ensuite z, c'est bien de t ici, hein, plus donc m, g, z point de t. Et ceci est égal à 0, car l'énergie mécanique est conservée. La vitesse étant non nulle, elle peut passer par 0, mais elle est non nulle pour tout t, je peux simplifier par z point. Et j'arrive donc à m z point point plus m g égale 0. Alors là, c'était pas très malin, mais bon, on se retrouve avec donc, d'avoir fait cet exemple, on arrive à la chute libre, en fait, tout simplement. Tout simplement, pour cet exercice-là, c'est bien plus intéressant, par exemple, d'obtenir l'équation différentielle, eh bien, d'avoir
un exercice sur les ressorts, un exercice sur le pendule, on peut obtenir l'équation de la trajectoire de la même façon. Pardon, pas l'équation de la trajectoire, l'équation différentielle, dont la résolution vous donne l'équation de la trajectoire. Si je reviens au poly, eh bien, alors, petit exemple, et après on s'arrêtera là pour cette vidéo, et donc pour le cours là-dessus. Petit calcul, vous avez des noix de coco au sommet des arbres, et on vous demande d'évaluer la vitesse d'une noix de coco sur la tête d'une vache, avec juste la photo comme ça. Alors, a priori, donc il faut faire les hypothèses. Donc, hypothèse, pas absence de force non conservative, pas de force non conservative, donc vous allez négliger les frottements si rien n'est précisé. Donc, frottement de l'air sur la noix de coco négligé. Et donc là, si on vous demande juste la vitesse, eh bien il faut sentir que c'est pas la peine du tout d'écrire toutes les équations du mouvement. On vous demande juste la norme de la vitesse. Donc, je le mets en petite remarque. Ça, c'est une indication pour vous aider à faire à traiter les sujets. On nous parle de la vitesse. On parle de vitesse. Donc la norme nous suffit. La norme. Inutile d'obtenir toutes les équations du mouvement. D'obtenir les équations du mouvement en projection. C'est inutile pour le coup là. Par contre, maintenant, vous allez pouvoir appliquer le théorème de l'énergie mécanique. Alors, soit, donc, deux possibilités. Soit vous considérez delta EM, le théorème de l'énergie mécanique, qui est le travail des forces non conservatives égal à 0. Ou alors, vous dites que vous utilisez le théorème de l'énergie cinétique, donc ça c'est théorème d'énergie mécanique. Ou alors, la variation d'énergie cinétique est égale aux travaux de toutes les forces. Donc en l'occurrence ici le travail du poids. Et là c'est le théorème de l'énergie cinétique. On va faire deux mix. Donc il faut faire l'un ou l'autre. Vous choisissez l'un ou l'autre. Donc là si je fais le premier, c'est-à-dire delta EM égale 0. Donc c'est-à-dire EM égale une constante. Je peux exprimer EM, 1 demi de M V carré au point M. L'axe, je choisis un axe encore ascendant, donc plus MGZ. Si je choisis l'origine ici en 0, lorsque la noix de coco est ici, donc là, elle va partir d'une hauteur h égale 1 demi de MV, alors au point M0, ici c'est pour tout M en fait, et là on va avoir au point S pour le sol par exemple. Au moment où elle touche la vache, on va appeler ça S. Alors hop, je vais faire un peu de place, on n'a pas de place ici. Donc ça c'est l'expression générale pour tout M. Donc ça égale une constante. On imagine que la noix de coco V de 0 égale 0 et Z de 0, la noix de coco tombe d'une hauteur h. Donc si j'écris des deux côtés, et eh bien vous cherchez cette vitesse au moment où, alors donc on a 1 demi de mv au point S au carré plus 0, l'altitude est égale à 0, égale 1 demi de m fois 0 au carré plus mgh. Et donc vous en déduisez la vitesse lorsque la noix de coco touche le sol, racine de 2gh, directement au lieu d'avoir toutes les équations du mouvement à résoudre. Et après, il vous suffit, en ordre de grandeur, de faire 2 fois 10. Alors la hauteur des arbres, par rapport à la hauteur des vaches, combien est-ce que ça peut être? Une vache, ça fait combien? 1 mètre 40, 1 mètre 30 au garrot, on va dire ça. On va voir, là vous avez 30, 10, on va dire 30 mètres ou 40 mètres, on n'est pas, si on prend 30 mètres à peu près, hop, on va prendre donc 30 mètres, et donc vous avez racine de 10, 300, de 600 mètres par seconde. Donc à peu près, si on peut faire qui serait plus simple,
En ordre de grandeur, qu'est-ce que ça peut être à peu près? Bon, qu'est-ce qu'on aurait pu simplifier? 20 de... Bon. Racine de 6 fois 10 mètres par seconde, et comme ça, voilà, on a déjà une expression, et à peu près 30 mètres par seconde, à peu près. Non, pas 30, pardon. 20 mètres par seconde. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Si c'est bon. Voilà. Donc, de cette façon-là, vous obtenez les vitesses sans avoir les équations du mouvement. Donc là, c'est un petit exemple, petit exercice, mais il faut que vous le compreniez bien. Donc, retravaillez-le. Alors là, je l'ai fait avec la méthode de la conservation de l'énergie mécanique. Si vous voulez, je le fais avec la méthode page d'après, quand même pour que vous ayez tout vu. Avec la deuxième méthode, donc théorème énergie cinétique, pour que vous voyez si un des colleurs, par exemple, vous demande d'utiliser l'une ou l'autre des méthodes, que vous ne soyez pas perturbé. Delta EC est égal au travail du poids. Donc vous avez 1 demi de mv en m carré moins 1 demi de m, alors v au point donc s, pardon, si je passe dans le bon sens, pardon. Hop, la vitesse initiale, hop, la vitesse finale, donc v en s au carré, moins 1 demi de m v 0 carré. Donc là, j'intègre du point m 0 jusqu'au sol. Et le travail du poids, eh bien, le travail du poids, c'est le produit scalaire P scalaire DOM, de M1 à M2, qui est en l'occurrence le point S, de M0, oui, on va mettre laissé comme ça. Hop, le DZ, il est comme ceci, DZ de Z, et donc vous avez moins MG DZ pris entre Z, alors Z1, on va l'appeler H, Z1, donc c'est H, et l'altitude finale, 0. Et donc vous vous retrouvez bien avec MGH et 1 demi de M VS carré égale MGH. Vous simplifiez par M. Ceci étant égal à 0, par hypothèse, notre coco quitte le cocotier à une vitesse nulle, et vous obtenez bien VS égale racine de 2GH. Donc, faites bien la distinction entre les deux. Soit la variation de l'énergie cinétique, c'est la somme de tous les travaux des forces, conservatives et non conservatives. Là, de toute façon, comme on néglige les frottements, vous n'avez pas d'autre force, le système n'est soumis qu'au poids de toute façon, donc vous n'avez que ça. Et par contre, dans le théorème de l'énergie mécanique, vous n'avez à prendre en compte que le travail des forces non conservatives. L'énergie potentielle, vous ne prenez pas en compte le travail du poids, sinon vous comptez deux fois. Là, ici, je reviens ici, l'énergie potentielle c'est ici, vous n'écrivez pas qu'il y a en plus la variation, le travail du poids. Le poids est déjà compté dans l'énergie potentielle. Donc ce n'est pas une force non conservative. C'est ça que je voulais dire. Certains élèves se trompent en comptant le poids, le travail du poids, comme une force non conservative et comme dans la partie énergie potentielle. Donc ça veut dire que vous faites une erreur, vous considérez le poids à la fois comme une force conservative et comme une non conservative. Donc le poids est bien une force conservative, vous lui associez une énergie potentielle, et donc son travail, la variation d'énergie mécanique est égale à 0 quand il n'y a qu'un système, le système n'est soumis qu'à son poids. Voilà pour ça, donc à retravailler cet exemple, et à la rentrée, eh bien, nous travaillerons nous démontrerons toutes les expressions des énergies potentielles à connaître parfaitement, et à savoir démontrer bien sûr, mais à connaître parfaitement pour pouvoir les utiliser dans un exercice directement. Donc je vous laisse vraiment maîtriser ce début de chapitre. Il n'est pas difficile si vous acceptez de bien comprendre ce qu'implique chaque définition, et d'être bien au clair sur force conservative, force non conservative, etc. Donc bon courage, bonnes vacances en avance, on se revoit évidemment vendredi pour corriger donc en direct les exercices 3 et 5 du TD 7 sur la superposition d'ondes. Donc là, c'est
pour le coup, c'est pas la peine de venir si vous n'avez pas enfin, c'est pas vrai parce que vous êtes tenu d'y être. C'est pas ça que je veux dire. Mais ce seront 2 heures perdues si jamais vous n'avez pas travaillé en amont les exercices 3 et 5. Voilà, bonne journée.